Donc nous allons passer à la dernière conférence de cette matinée. C'est donc Noé Gasparini, qui est docteur en linguistique, qui va donc vous parler de la fabrication de dictionnaires sur différentes démarches. Et je lui laisse donc la parole. Je vais essayer de m'installer correctement pour que vous m'entendiez. Je suis doctorant en linguistique, je ne suis pas encore docteur. Je le corrige, mais... oui, je suis... Vous m'entendez bien, ouais, voilà. C'est bon. Je suis là avec deux casquettes différentes. Je suis là en tant que contributeur Wiktionnaire, puisque j'ai découvert le Wiktionnaire en 2006. Et après, ça m'a passionné. Je me suis inscrit en licence de sciences du langage et j'ai continué jusqu'à faire une thèse en sciences du langage. Et du coup, je vais vous parler un peu de ce que j'ai fait durant ma thèse, puisque j'ai fait un dictionnaire. Donc ça tombe plutôt bien par rapport au thème de la journée. Et je vais voir si ça marche, si je vous le propose comme ça. J'ai changé le titre par rapport au brouillon, au titre préliminaire qui était dans le programme préliminaire, qui était un dictionnaire à l'heure du collaboratif, puisque le sens de collaboratif a un peu changé, mais qu'il me semble que tous les dictionnaires ont toujours été collaboratifs. Donc le sens du texte initial me gênait un petit peu. Et je vais plutôt vous proposer une approche en 3 temps sur 3 types d'approches successives, type ensemble méthodologique et démarche, qui se sont succédées dans le temps et qui me semblent être un peu différentes. J'ai mis en bas le logo de mon université, de mon labo, mais voilà. Et puis je voulais commencer par une définition de dictionnaire, on n'en a pas encore donné aujourd'hui, alors qu'on parle de ça. Je la reprends sur la diapo, c'est celle du Wiktionnaire pour faire un peu de provoque et pas la prendre dans un dictionnaire normatif. Donc c'est un ouvrage de référence. Déjà là, moi ça me pose question, qu'est-ce que c'est un ouvrage de référence ? Donc il répertorie des mots dans un ordre convenu, souvent alphabétique pour les langues qui sont alphabétiques. Pour l'associer par exemple, une définition, un sens, synonyme, antonyme, étymologie, une des traductions, une prononciation, etc. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le etc, donc c'est pas rien. Il y a la plupart des gens, et ce qu'on voit d'abord sur le dictionnaire, c'est le travail de définition, le travail sur le sens. Mais en fait, il y a beaucoup d'autres choses. Donc faire un dictionnaire, c'est répertorier, inventorier les mots. Ça, c'est la première étape. Je décompose un peu ce que je présentais précédemment. Définir et décrire les sens, les intégrer dans un système de signification, donc travailler sur le lien entre les sens et réfléchir au sein d'une définition sur quel mot utiliser pour ne pas forcer à lier d'autres définitions à une première définition. Tracer des trajectoires historiques entre le sens des mots et la forme des mots. Je rappelle un peu des bases pour après avancer sur ce que je veux présenter. Là, c'est le travail plutôt historique, donc d'étymologie surtout. La traduction, qui ne se fait pas dans tout type de dictionnaire, mais qui est aussi une partie, qui demande d'interpréter une langue étrangère. C'est un autre type de travail. Et transcrire l'oral, rendre compte de la prononciation et la rendre compréhensible. Le sigle à la fin, c'est l'alphabet phonétique international. C'est une forme de transcription de l'oralité qui a été fixée par des conventions internationales, mais somme toute récemment dans l'histoire des dictionnaires. Donc avant ça, il y avait déjà un problème de présenter une forme écrite qui correspond plus ou moins à une forme orale. Ça, c'est un enjeu, un problème et une réflexion. Donc les 3 approches, démarche savante, sciences participatives et projet collaboratif. Par démarche savante, je parle de la démarche historique, donc à un ou des auteurs ou autrices. Je féminise, je ne sais pas si historiquement il y a eu principalement des hommes ou des femmes, je n'ai pas creusé la question des personnes qui font les dictionnaires, je parle vraiment que des démarches. Dans la démarche d'inventaire, c'est un inventaire qui est basé sur des fréquences, on en a parlé tout à l'heure, sur des questionnaires. C'est l'approche qui a été présentée ce matin de l'Académie des sciences d'Outre-mer, s'inscrit dans cette démarche savante, à mon sens, de creuser sur quelles sont les fréquences des mots pour savoir si on va les admettre ou non dans le dictionnaire. Oula, mais j'ai pas fait apparaître ma première phrase, voilà, je le rattrape. Donc l'impression dans le... je me suis perdu du coup, on va passer sur la suite. Oui, quand je parle d'impression, c'est pas critique. Même si je mets des points positifs et négatifs à chaque approche, c'est pas une démarche impressionnistique. C'est une démarche qui se base d'abord sur l'impression que se font chaque personne qui travaille sur la langue qu'ils étudient. Les définitions qui vont souhaiter poser vont être précises. On a entendu ce matin le terme de logique pour le travail des académiciens. Vont être érudites, vont être très précises. Ça vous paraît évident, mais par rapport aux autres démarches, ça me semble être distinctif.
C'est un travail qui est réalisé pour les locuteurs et les locutrices ou pour les lecteurs et lectrices, selon la destination. C'est un travail qui est une observation qui se base principalement sur l'écrit. Les collectes de questionnaires, c'était des travails qui se basaient sur l'écrit ou sur des collectes de listes de mots pour des personnes qui vont faire des dictionnaires d'autres langues dans le monde qui n'ont pas encore d'écriture ou de langue écrite. Ça va être une approche qui va se baser sur des listes de mots type liste de Swadesh. On va prendre 100 mots ou 200 mots pour constituer une base pour les décrire. Et des prononciations systématisées, normalisées, qui sont basées sur des analyses phonologiques de la langue, qui présentent un système logique de la langue et le présentent de manière à ce que tout paraisse logique dans la langue, qui ne suit pas forcément l'usage, mais qui présente une prononciation normalisée. C'est une approche classique, comme je disais, qui produit un résultat final qui n'est pas questionnable, qui est pour les lecteurs, donc ils vont recevoir, mais qui n'est pas un objet scientifique. C'est pas une insulte quand je le pose comme ça. Les mathématiques, par exemple, ne sont pas une approche scientifique, dans le sens où on ne peut pas accéder à la source de l'étude. On ne peut pas reproduire le processus expérimental qui a mené à l'objet final. On ne peut pas consulter le corpus la plupart du temps. On peut pas consulter. On a très peu d'explications sur la manière dont est fait l'approche. Je suis allé sur le site du Robert où il y a une explication assez bien écrite sur les personnes qui travaillent pour faire le Robert. Il n'y a pas leur nom par contre. Sur le site du Larousse, c'est l'inverse, il y a des listes très longues des noms des collaborateurs et collaboratrices. Par contre, il n'y a aucune information sur leur démarche. Quand il y a des articles de presse sur les nouveaux mots de l'année, il y a parfois des interviews qui expliquent comment ils ont travaillé. La plupart du temps, c'est pas explicité. Donc les personnes qui sont passionnées par le sujet peuvent le savoir. Par contre, le public n'a pas accès à la manière dont c'est fait. C'est en ça que pour moi c'est une démarche qui est non scientifique, elle est non reproductible et non transparente dans sa manière de procéder. C'est une démarche qui vise l'exhaustivité mais qui est très subjective et qui est très influencée par l'idéologie des participants et participantes. On a tous en tête d'exemples de dictionnaires anciens dans lesquels on a des présupposés religieux ou genrés ou racistes dans les dictionnaires qui viennent des personnes qui les ont faits. Et c'est, à mon sens, un reproche qu'on peut faire à l'ensemble des productions écrites ou orales de tout être humain, mais qui se retrouve particulièrement dans ce type d'approche où il n'y a pas de contrôle a posteriori et très peu de feedback. Pour utiliser un mot anglais, il y a très peu de retours par la personne qui lit ce dictionnaire, donc très peu de prise en compte. On parlait des millésimes successifs des dictionnaires, ils prennent très peu en compte les retours qui leur sont faits. Alors il y a un peu maintenant des démarches mixtes, j'y arrive à la fin, de prise en compte, mais sinon il y a très peu de ça. Et quand je parle d'effet de chambre d'écho, c'est une traduction en française de chamber effect, qui est de l'effet de chambre d'écho, c'est que c'est un environnement de personnes qui travaillent sur ces dictionnaires qui est en vase clos et des gens qui ont principalement connaissance des lexiques auxquels ils ont accès. Et donc, il va manquer toute une partie de la langue qui va être la langue de la rue ou la langue du rap quand ces personnes-là n'y ont pas accès du tout. Il va y avoir un effet de fréquence plus importante des mots dans leur milieu. Donc il y a un effet d'enfermement qui est naturel. On a tous accès principalement à un sociolecte, qui est la langue, enfin, le dialecte partagé par son groupe social. Et dans un dictionnaire fait avec une démarche comme celle-ci, on va principalement retrouver ça. Sur l'exemple de l'Académie française, on va trouver une langue parisienne, on va trouver une langue qui est localisée géographiquement et localisée socialement. On peut parler de classe sociale, on peut parler de données genrées aussi. S'il n'y a que des hommes qui le font, il est possible qu'il manque une partie des informations. Voilà, il y a ce type de défauts qui peuvent apparaître par une démarche qui serait trop fermée. La deuxième que je voulais aborder, c'est la science participative, qui est un concept émergent sur lequel il y a de plus en plus de conférences universitaires sur des universitaires, des chercheurs ou des chercheuses qui intègrent les enjeux de recherche des personnes avec qui ils travaillent. Donc en sociologie, il va y avoir ça sur des urbanistes qui vont travailler avec des populations et intégrer leurs enjeux. Dans le travail de dictionnaire, il y a ça aussi. Et dans ce cas-là, les personnes qui font ce travail-là vont avoir un statut un peu différent et ne plus être seulement auteurs et autrices, mais se retrouver à faire un travail d'édition. Donc ça revient sur le concept, enfin, c'est très distinct du concept de dictionnérique qu'on a vu précédemment, où là, je ne parle pas de contraintes éditoriales, je parle de choix éditoriaux, de choix qui sont dans, par exemple, les lettres qu'on va intégrer. Il y a un choix éditorial.
Est-ce qu'on intègre les caractères accentués comme étant des lettres dans l'alphabet de la langue? C'est tout à fait un choix éditorial, et il pourrait y avoir un choix éditorial différent. Dans la démarche que j'ai fait moi sur le terrain, c'était sur une langue parlée en Bolivie par une quarantaine de personnes. J'avais la chance de pouvoir tous les réunir et de faire une réunion avec eux pour décider si Y allait être une lettre dans leur dictionnaire. Parce que j'avais qu'une vingtaine de mots qu'il avait, et c'était à eux de décider si c'était ou non une lettre. Bon, ça c'est des choix éditoriaux. L'inventaire dans ce type de démarche va se faire beaucoup plus au fil de l'eau, par la collecte avec les personnes qui vont participer. Et il y aura une collecte qui ne sera pas forcément complète, mais qui se fera au fur et à mesure. La démarche de l'Académie des sciences d'outre-mer se rapproche un peu, dans le sens où il y a une collecte qui vient s'accumuler, et pas un plan initial de collecte. Ça se fait au fur et à mesure. La collecte ne se fait pas pour les locuteurs et locutrices, mais avec les locuteurs et locutrices, ce qui est une démarche différente d'intégration des personnes à qui se destine l'objet. La démarche de constitution des sources sera différente aussi, puisqu'il va y avoir une observation de l'usage, pas forcément uniquement des corpus écrits, mais la constitution d'un nouveau corpus, qui va être un corpus de récits, de racontés, donc soit audio, soit vidéo quand c'est possible, soit uniquement écrit selon les possibilités. Et ce corpus-là va être idéalement mis à disposition. Pour le cas qui me concerne, j'ai fait de la documentation vidéo, j'ai 27 heures d'enregistrement, tout est accessible en ligne. Il y a une archive en ligne qui permet d'accéder à toute la matière première qui a permis l'établissement du dictionnaire. Là, c'est par rapport à ce que je disais sur non scientifique tout à l'heure, là c'est scientifique, il peut y avoir un regard critique fait par une autre personne qui fasse un dictionnaire à partir de la même matière première. Et à partir des mêmes personnes, puisque j'indique les personnes qui ont permis d'attester de l'existence de chaque terme. Pas précisément dans l'édition publiée, mais en tout cas ces données-là sont accessibles. Et pour la prononciation, là elle va suivre l'usage, elle va suivre les critiques et disputes des gens qui ne sont pas d'accord sur les prononciations et les intégrer. Alors les dictionnaires, dans une démarche savante, vont intégrer ça aussi. On va avoir ananas et ananas, on va avoir les deux prononciations sur des cas très populaires, très discutés, très disputés aussi. Mais une démarche participative va pouvoir intégrer des accents, des choses beaucoup plus locales, incluant des erreurs, incluant des choses qui ne sont pas systémiques et qui sont des variations uniquement contextuelles. Donc ça peut avoir le défaut de moins de rigueur sur ces aspects-là. Cette approche-là, c'est pas tout à fait l'approche classique, c'est une approche qui correspond à celle des universitaires, des linguistes descriptivistes. À Lyon, dans mon laboratoire de linguistique, on est une quinzaine à faire ça. Dans le monde, ça fait quand même pas mal de monde, parce que sur les 7000 langues du monde, il y en a la moitié qui ne sont pas décrites, et une bonne partie qui sont en cours de description. La langue que je décris, le siriono, est uniquement décrit par moi actuellement. Du coup, c'est à chaque fois c'est pas des équipes, c'est souvent des personnes qui sont obligées de travailler avec les populations, qui seraient très contentes de travailler avec des équipes. C'est aussi des contraintes liées à des terrains et à des réalités économiques qui font que les dictionnaires produits ne seront pas vendus, ils seront donnés aux communautés et seront financés par une fondation qui voudra bien payer le travail du chercheur, la chercheuse. Donc, ce que je disais, la démarche universitaire va forcer à la vérifiabilité des données, puisque les publications universitaires et ces dictionnaires peuvent être des publications valorisées. Depuis peu, il y a des revues relues par les pairs pour des publications de dictionnaires de langue non décrite, vont forcer à la vérifiabilité des données. C'est une approche qui va être plus inclusive auprès des populations, d'inclure le lectorat et les personnes qui vont se servir de l'outil, réactive dans la mesure où il peut y avoir des éditions successives. Dans mon cas, j'ai 7 éditions successives du dictionnaire avant une publication sous presse, puisque j'avais des retours à chaque fois des personnes qui critiquaient des choses mal notées ou qui avaient été dites par leurs voisins et donc qui étaient fausses. Donc on peut intégrer comme ça de la diversité qu'on pourrait rater si on faisait en une seule vague. Et responsable, puisque l'éditeur ou l'éditrice est responsable moralement, d'un point de vue éthique, vis-à-vis de son lectorat. Elle a une part d'implication morale qui me semble être différente lorsque c'est pour un objet à commercialiser ou pour un objet de service public. La responsabilité vient de l'engagement de la personne auprès de la communauté avec laquelle cette personne-là travaille. Ça permet davantage de réappropriation des usagers. Un dictionnaire précédent de la langue que j'étudie avait été fait par un religieux qui était venu les évangéliser et ils n'ont pas conservé ce dictionnaire-là puisqu'ils n'avaient pas été dans cette type d'approche-là et ils l'ont laissé
se détériorer. Et donc il y a des personnes qui avaient quelques pages qui restaient de ce dictionnaire-là. Il a été numérisé, donc j'en avais une copie, mais personne ne l'avait sur place. Tandis que le dictionnaire que j'ai fait, bon, il y a de grandes chances qu'ils le laissent se détériorer aussi. Mais au moment où ils l'ont eu, il y avait une émotion de leur part, il y avait l'acquisition d'un objet dont ils étaient auteurs. La dernière page du dictionnaire, c'est des photos des participants. Il y a une intégration vraiment plus forte qui permet une appropriation de l'objet. Ce qui, pour moi, me paraît important, mais on arrive sur la limite du dictionnaire. Ce que je vous disais au début, le dictionnaire, dans sa définition, est un objet de référence. Là, c'est plus un objet de référence, c'est un objet partagé. Donc, c'est peut-être plus un dictionnaire. Je laisse la question ouverte. Ça permet aussi, ce qui avait été mentionné sur France Terminologie, la possibilité de réunir les personnes pour inclure, dès la conception de l'objet, les innovations terminologiques dans l'objet. Ce qui n'est pas le travail du chercheur. Moi, je n'ai pas fait de terminologie du tout, mais le travail de collecte peut permettre la découverte de mots non existants dans la langue par la découverte de nouvelles réalités. Là, vous imaginez qu'en Amazonie, ils n'ont pas de mots pour voiture ou moto. Hein. On est quand même sur des langues qui ont très peu évolué sur le dernier siècle par la colonisation et par l'inclusion dans le village global, si on peut dire comme ça. Du coup, ils ont des souhaits qui, dans ces dictionnaires-là qui vont être édités, il y ait des mots pour ces concepts-là qu'ils n'ont pas. Et le côté participatif va leur permettre d'inclure ça, sans que ça vienne d'un auteur de dictionnaire. Donc voilà, ça c'est un aspect qui est intéressant. Et on arrive à un objet dans lequel il y a une pluralité des sources. Dans les récits, il peut y avoir des monologues, des dialogues, il peut y avoir des récits de la vie courante, des récits politiques. Il va y avoir une diversité de sources, mais qui viendra des personnes. Et il va surtout y avoir une diversité des points de vue, notamment sur les sens des mots. Si les gens sont en désaccord, l'éditeur ou l'éditrice n'a pas forcément à trancher et peut rendre compte de tout ça, dans les limites des possibilités éditoriales. Là, moi, j'ai collecté 1700 mots. C'est pas autant qu'un dictionnaire d'Académie, évidemment, ou qu'un dictionnaire d'une langue à tradition écrite. Donc, ça fait un ouvrage de 100 pages. Donc, c'est correct, c'est facile à imprimer. Il est évident qu'il y aura des choix éditoriaux plus complexes sur un ouvrage de plus grande taille. Quand je note moins de subjectivité, je veux dire que la subjectivité est moins individuelle que collective. Il y aura une subjectivité collective, mais partagée et rendue visible par les désaccords qui peuvent être rendus dans l'ouvrage. Pour vous réveiller un peu avant le repas, je vous ai mis quelques photos de ce que je veux dire par le travail de terrain. Vous avez en haut à gauche les gens qui ont travaillé dans la maison que j'ai construite dans mon village, puisque j'ai passé un an là-bas, en plusieurs fois. Donc c'est mes collègues de travail. À gauche, c'est celui avec qui j'ai fait le dictionnaire, qui s'appelle Victor Hugo, son prénom. Donc je suis très content à co-publier avec Victor Hugo. Victor Hugo di Carrere Mendes, bien sûr. À gauche, vous avez la base de données. Vous ne pouvez pas voir très bien, mais c'est un texte. C'est mes bases de données de texte. En bas, c'est la base de données lexicale qui est issue de cette base de données de texte. Ça n'a pas été fait par collecte de mots, mais bien par analyse des récits enregistrés. Et ensuite, en bas à gauche, une réunion de recension et de travail collaboratif avec les gens. C'est projeté sur mon mur. Ça a permis l'édition du dictionnaire sur une vieille rotative, donc j'en ai tiré une centaine d'exemplaires, et là vous avez un extrait de la page de cette langue, donc le siriono, avec quelques mots et des contraintes éditoriales complexes, comme la forme de citation obligatoire dans un dictionnaire qui commence par un « e », qui est pour eux une nécessité. Ils ne peuvent pas concevoir un mot sans ce préfixe, donc dans le dictionnaire on est obligé d'en rendre compte. Et il y a eu une discussion d'1h30 pour savoir si les mots seraient rangés à la lettre « e » ou à la lettre suivante. Il a été tranché de faire cette solution-là après 1h30 de discussion. Ce qui aurait pu être différent dans une autre approche. Voilà sur l'approche participative. Maintenant, je voulais parler du projet collaboratif. Là, on arrive vers un nouveau terme. Le terme collaboratif n'est pas défini dans le Trésor de la langue française ni dans le dictionnaire de l'Académie. Donc, c'est une nouvelle réalité. Le Larousse le définit, le Wiktionnaire aussi, évidemment, comme étant travail autour d'un outil commun, et ça crée donc des nouvelles personnes qui travaillent autour de cet outil, des collaborateurs et collaboratrices. Alors ce mot-là a un sens assez différent quand on parle de ce type de projet-là et de l'entrepreneuriat moderne qui parle de collaborateurs pour ne pas parler d'employés. C'est un peu différent. On a donc une nouvelle terminologie. On va avoir dans ce type de projet un inventaire évolutif, dynamique, qui va évoluer en permanence puisqu'il n'y a pas d'édition, donc c'est non clos, ça évolue en permanence. Les définitions
controversées et les polémiques vont être non pas tranchées mais décrites. On ne va pas avoir différentes formes d'écrites, mais la polémique peut même être décrite dans le terme. On voit ça sur le Wiktionnaire, notamment sur des pages sur autant pour moi, où il y a une explication sur ce terme-là. Ce type de projet-là va forcer la prise en compte de ça, ou alors dans l'emploi parler français, est-ce que français est un adjectif ? Il y a eu toute une discussion sur est-ce que du coup toutes les langues peuvent devenir des adjectifs dans la structure de phrase parler français. Ça demande une analyse, une discussion pour savoir si ça en fait une attestation comme usage d'adjectifs. À mon sens, non, on pourra en discuter si vous voulez. La collecte des données, cette fois-ci, et les choix vont être faits par les locuteurs et non pas avec. C'est-à-dire que cette fois-ci, on n'a pas de personnes qui travaillent avec la communauté, mais on a uniquement la communauté. Donc c'est par les locuteurs, locutrices. On a la création d'un corpus de sources et d'attestations de la même manière qui là va être principalement écrit, et dans le cas du Wiktionnaire ou de d'autres dictionnaires collaboratifs en ligne, je cite surtout le Wiktionnaire parce qu'on va en parler cet après-midi, mais il y en a d'autres dans l'Urban Dictionary en anglais qui est un énorme amas de mots et de sens ouverts sur l'argot populaire et pas que en anglais, en langue anglaise, qui est très intéressant. Ça va être fait à partir d'Internet principalement. Donc dans ce corpus-là, les sources sont principalement écrites. Il y aura des attestations d'usage qui viendront de paroles de chansons, mais ce ne sera pas un fichier audio, ce sera principalement la transcription. Il y a du son, il y a beaucoup moins de vidéos. Et les prononciations peuvent ne pas suivre du tout la logique de la langue, suivre les usages, mais aller jusqu'à suivre les usages en allant contre l'usage réel par perception. Et on aura beaucoup moins une forme d'écrite de prononciation que de perception. On va avoir une prononciation qui rend compte de la perception subjective qu'en ont les locuteurs plutôt que de celle normative de telle que ça devrait être prononcé ou telle qu'on observe que c'est prononcé. Il n'y a pas forcément un regard critique sur les prononciations faites par les gens, donc il peut y avoir plus de subjectivité dans ce type d'approche. Comme je disais, c'est une approche qui est permise par un outil commun qui amène une horizontalité entre tous les participants et participantes, une appropriation également par les personnes. Le corpus est plus ou moins archivé en ligne. Quand c'est des articles de presse, on n'est pas certain qu'ils soient archivés de manière pérenne, mais en tout cas, ils sont archivés. C'est vérifiable, comme dans l'approche précédente. On peut accéder à la source de l'information. On peut consulter les personnes qui l'ont fait quand elles participent encore à ce type de projet. Sinon, c'est plus difficile par contre. On ne va pas forcément avoir d'annuaire des personnes qui ont participé, contrairement à d'autres types de projets. Et c'est le point sans doute qui est le plus problématique et qui soulève le plus de questions pour vous. La formation des participants et participantes se fait par la participation, se fait sur le tas et est complètement inégale. Il y a une publication en anglais qui parle d'une démarche anarcho-syndicaliste de personnes qui s'organisent à partir de personnes qui ont une formation diverse et non égale. Alors, non égale mais non nulle, quand même, le Wiktionnaire, pour citer ce cas-là, existe depuis 13 ans et les gens sont formés. À force, il y a des gens qui travaillent dessus depuis 10 ans, qui ont passé un temps qui est l'équivalent d'un contrat de travail, qui ont passé plus de 20 heures par semaine, en tout cas, dessus pour nombreuses personnes, qui donc se forment, mais se forment d'une manière très particulière. Pour ma part, je me suis formé à la lexicographie sur le terrain, puisque une formation en sciences du langage actuellement n'intègre aucun cours de lexicographie. On a des cours de lexicologie, mais pas des cours de lexicographie. Donc actuellement en France, je ne sais pas, ou ailleurs dans le monde, je ne sais pas s'il est possible de se former sur la lexicopoïèse. En tout cas, la formation qui a été la mienne a été d'une part celle du Wiktionnaire, par ma contribution sur le Wiktionnaire, et contribution réflexive et de contenu, et ce que j'ai pu faire sur le terrain. Mais les réflexions qui sont dessus et les lieux pour discuter de ces réflexions-là sont très peu nombreux. Les conférences universitaires de même nature que celles qu'on fait aujourd'hui, j'en connais pas beaucoup. Donc si vous en connaissez, on pourra à la fin faire une liste, ça serait intéressant. Je pense qu'il y en a très peu. Non mais il y en a, hein, je dis pas, mais il y en a très peu. Et du coup, l'intérêt que je voyais au projet collaboratif comme celui-ci, ou au réseau de collaboration, c'est qu'ils permettent la confrontation des analyses, non seulement des conclusions, mais également des manières de travailler,
Donc ces manières de travailler que je vous ai présentées aujourd'hui m'ont été rendues plus claires par les discussions avec les gens, par la manière dont on a été forcé de se confronter sur Wiktionnaire à des gens qui n'avaient pas du tout la même manière de décrire les contenus, et des gens qui étaient dans une démarche savante, d'autres dans une démarche plus participative. Enfin, le dernier point sur cette approche-là, c'est qu'il y a une masse de contenus et de collaborateurs, collaboratrices qui limitent l'aménagement linguistique, qui limitent la possibilité de planification dans l'objet final, ce qui peut être vu comme positif ou négatif, mais en tout cas, il est beaucoup plus difficile d'amener une direction dans la langue dans un objet de ce type-là. Donc amener de la normativité dans un objet comme celui-ci sera beaucoup plus délicat, et amener de la normalisation dans une langue à travers ce type d'outils va être plus délicat, à mon sens, dans la mesure où même les mots qui peuvent être jugés comme incorrects ou agrammaticaux par des personnes qui souhaitent influencer un usage seront décrits de la même manière. Donc il y aura tout autant de citations d'utilisation. Il pourrait y avoir des enregistrements audio et des images aussi bien sur des formes normées que sur des formes non normées. Donc la normalisation sera beaucoup plus délicate avec ce type d'outils, à mon sens. Je vais arriver sur ma conclusion et une forme d'ouverture où j'ai présenté 3 démarches. La démarche savante, sciences participatives et projets collaboratifs. Mais en fait, dans la réalité, il y a beaucoup d'approches hybrides. Et je pense que vous avez senti pendant la présentation beaucoup de choses où c'est pas aussi caricatural que ce que je vous ai présenté. D'une part, probablement, j'en ai oublié d'autres dans ma liste, mais surtout parce qu'il y a beaucoup de mixité. Et je voulais présenter un cas d'approche hybride pour conclure sur le projet qui est en cours sur le Wiktionnaire avec l'équipe du Logoscope, qui est une équipe universitaire de Strasbourg qui travaille sur la détection de néologismes, qui traque ça dans les journaux et souhaite proposer ces courbes d'apparition et d'occurrence de mots pour qu'elles soient visualisées dans le Wiktionnaire. En contrepartie, ils souhaitent, donc ce qui ferait de la pub pour leur projet universitaire. Bon, même s'ils sont financés sur de l'argent public, ils n'ont pas besoin de publicité, mais en tout cas, ça leur permettrait de toucher davantage de public. Parce que, on en parlera un peu cet après-midi, mais la fréquentation de ce type de site internet, notamment au Wiktionnaire, a beaucoup plus de fréquentation que leur site à eux. Les sites universitaires sont très peu visibles, contrairement au Wiktionnaire actuellement. Donc ça leur donne une visibilité et ça permet d'avoir des gens qui décrivent les néologismes. Parce qu'eux ne le font pas, ils les traquent mais ils ne les décrivent pas, alors qu'ils ont une armée bénévole qui sera là et très content de venir décrire les néologismes. Donc ils ont une main-d'œuvre volontaire qui sera très nombreuse et qui sera intéressée, donc ça fait une collaboration qui enrichit tout le monde. Donc il y a une traque d'un côté et un corpus par eux, et ensuite une mise en commun des compétences, aussi bien des leurs que de celles des personnes sur le projet collaboratif, une mise en commun des approches et des intérêts. Donc pour reprendre les termes que j'ai dispersés tout le long, c'est pour tout le monde, avec tout le monde et par tout le monde. Là, on a un type d'approche qui est vraiment mixte entre tout ce que j'ai présenté précédemment. On arrive sur un concept qui est un peu discuté en ce moment, de sciences collaboratives, qui est plus sciences participatives, mais sciences collaboratives, qui est un peu un mixte entre le projet collaboratif, complètement horizontale, et l'intégration de personnes qui ont des compétences spécifiques, d'expertise sur des domaines et qui viennent l'amener dans un travail horizontal et qui eux-mêmes se placent dans cette horizontalité malgré leurs compétences. C'est ce qui est ma place aussi. Moi, je ne suis pas spécialiste en lexicographie et donc ma contribution au Wiktionnaire n'est pas celle d'un expert, mais je peux amener des informations sur la morphosyntaxe puisque c'est mon thème d'expertise. Voilà, donc j'espère qu'à l'avenir, on arrivera à davantage de collaborations comme ça. Et je pense que les démarches précédentes vont continuer à exister et ne seront pas en concurrence. Donc la journée regard croisé n'est pas une mise en conflit des approches, mais plutôt, à mon sens, une mise en discussion de ces approches. Voilà. Merci beaucoup.